Elles ont commencé par une crise économique brutale. Elles se termineront par la plus grande guerre que l'humanité ait connue. Ce sont les années 1930, une décennie marquée par la montée des extrémismes et des périls. Nous sommes le 24 octobre 1929, à la bourse de New York. Une bourse qui n'a cessé de monter ces dernières années. Une bourse qui est sur le point de céder à la panique. Pourtant, cette année 1929 avait bien commencé. L'économie, en Amérique du Nord, comme dans la plupart des pays européens, était en croissance. Dans les foyers, de nouveaux produits, les merveilles de la technique faisaient leur entrée. L'électricité se généralisait. Les téléphones rentraient dans les foyers. Les radios informaient et égayaient les soirées. Et surtout, dehors, se répandaient les automobiles, qui apportaient la liberté de la mobilité et l'ivresse de la vitesse. Dans les airs, les avions, inventés il y a juste une vingtaine d'années, se multipliaient déjà. En 1927, Lindbergh réussit à traverser l'Atlantique, suscitant l'enthousiasme, à Paris comme à New York. De ce nouveau monde qui apparaît, New York est justement la capitale. Parce que les États-Unis ont alors de l'avance avec leurs idées nouvelles. Diffuser les produits de la technique auprès du plus grand nombre, concevoir une production de masse, organiser des usines qui fournissent des quantités jamais vues de produits. Avec cette production, un nouveau style de vie se met en place. Pour beaucoup, c'est l'époque de la prospérité. Tout semble aller pour le mieux. Pour les salariés, c'est le plein emploi et les rémunérations augmentent. Pour les entreprises, les profits sont énormes. Et à la bourse, la valeur de leurs actions ne cesse de monter. Une hausse dont de plus en plus d'Américains veulent profiter. En achetant à leur tour des actions, ce qui fait encore monter les cours. La bourse s'envole littéralement. Entre 1921 et 1929, la valeur des principales actions de la bourse de New York augmente de plus de 400%. Mais, en cette fin 1929, la belle machine se grippe. On produit plus que jamais, mais les ventes ne suivent pas au même rythme. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter tout ce que l'industrie produit. Les stocks d'invendus commencent à s'accumuler. Les plus informés savent que cette année, les immenses profits ne seront pas au rendez-vous. Et début octobre 1929, ils se mettent à vendre en bourse. Le vent tourne. Et se pose maintenant la question, mais que valent vraiment ces actions au prix mirobolant? L'inquiétude se répand. Tout le monde veut maintenant vendre. Mais en ce jeudi 24 octobre, il n'y a plus d'acheteurs. Alors c'est la panique. On veut se débarrasser des actions à n'importe quel prix. Les cours s'effondrent. Au cours de ces folles journées d'octobre 1929, le jeudi noir, le lundi noir, le mardi noir, la foule accourt à Wall Street. Des financiers se suicident. Le pays retient son souffle. Le président américain, Herbert Hoover, essaye de rassurer une population anxieuse. Optimiste, il déclare quelques semaines après l'effondrement boursier: l'économie et l'industrie ont passé le cap.
Dès le printemps, les progrès apparaîtront partout. Mais les progrès n'apparaîtront pas. La bourse américaine va continuer à baisser et perdre près de 80% de sa valeur entre 1929 et 1932. Et surtout, la crise va s'étendre, touchant non plus seulement la finance, mais toute l'économie. Non plus seulement les États-Unis, mais la plus grande partie du monde. Ce sera la Grande Dépression. Très vite après le krach de la bourse de New York, des réactions en chaîne apparaissent. Des ménages et des entreprises en difficulté ne parviennent plus à rembourser leurs emprunts auprès des banques. Et ce sont ces banques qui, à leur tour, se retrouvent à court de fonds. Des clients, inquiets sur la solidité de leur banque, accourent alors reprendre l'argent qu'ils ont déposé. Les banques qui ne peuvent faire face se retrouvent en faillite. Avec ces effondrements d'institutions financières, la méfiance se répand. La population consomme moins, par peur, mais aussi parce que beaucoup n'en ont plus les moyens. Alors les ventes des entreprises chutent. Ces entreprises, à court d'argent, licencient leurs salariés. Le chômage explose. Les revenus de la population baissent encore. Sa consommation baisse encore, et c'est toute l'économie qui s'enfonce dans la Grande Dépression. C'est le cercle vicieux dans lequel sombrent les États-Unis. Une descente aux enfers qui dure plusieurs années. En 1932, le pays compte 12 millions de chômeurs. 20 000 compagnies ont fermé leurs portes. 1600 banques ont fait faillite. À la campagne, 1 million de fermiers, étranglés financièrement, ont perdu leurs terres. Dans tout le pays, des familles entières sont jetées sur les routes, espérant trouver ailleurs un travail. La crise économique qui a commencé en 1929 fait des ravages aux États-Unis. Elle va aussi s'étendre dans le reste du monde. Les premiers frappés vont être des pays européens. Des pays qui sont souvent dépendants financièrement des États-Unis. Cette situation de dépendance remonte en fait à la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre avait non seulement dévasté l'Europe, elle l'avait aussi ruinée. Depuis ce désastre, les États-Unis étaient devenus en quelque sorte le banquier de nombreux pays européens, prêtant de l'argent ou investissant même directement. Mais lorsque la crise a frappé les États-Unis, les Américains, à court d'argent, ont arrêté de prêter et ont même rapatrié leurs capitaux d'Europe. Et c'est alors au tour de plusieurs pays européens de se retrouver en difficulté. En 1931, l'Allemagne et l'Autriche sont les deux premiers pays touchés. D'immenses banques font faillite. Les particuliers qui avaient placé leur argent se retrouvent ruinés. La crise passe ensuite d'Allemagne au Royaume-Uni. La livre sterling britannique est alors la monnaie de référence du système financier mondial. Cette livre sterling est échangeable contre de l'or et elle inspire la confiance dans le monde entier. Mais en 1931, de grandes banques internationales sont tellement à court de fonds qu'elles vendent les livres sterling qu'elles ont. La Banque d'Angleterre ne peut faire face. Le Premier ministre anglais doit se résoudre à ce que la livre
perde son statut de monnaie lié à l'or. C'est tout le système monétaire du monde qui est ébranlé. Crise des banques, crise des monnaies et aussi crise des échanges. Le commerce international se réduit fortement dès le début de la crise et l'action des gouvernements va encore aggraver la situation. Face au manque d'activité, chaque pays essaye de favoriser ses productions nationales et donc prend des mesures protectionnistes contre les produits étrangers. Résultat, les échanges baissent encore plus, tout comme l'activité mondiale. La crise économique s'étend et se prolonge. Même l'Afrique et l'Asie finissent par être affectées. Partout, les matières premières et les produits agricoles sont moins demandés. On finit même par jeter ou brûler les immenses stocks de productions invendues. Mais ce sont surtout les produits de l'industrie, comme le textile, l'automobile ou les matériaux de construction, qui ont le plus de mal à trouver des acheteurs. Américains du Nord, Européens et même déjà Japonais se battent pour trouver des clients qui achètent de moins en moins. La production industrielle s'effondre. Aux États-Unis et en Allemagne, elle diminue de moitié entre 1929 et 1933. Inévitablement, les usines ferment. Dans les grands pays industriels, qui étaient il y a peu encore sur la voie de la prospérité, le chômage de masse, la pauvreté et parfois la faim se répandent. Au début des années 1930, la crise économique frappe les populations d'Europe et d'Amérique. Fatigués et inquiets, parfois en colère, les peuples sont prêts à prendre des risques et à remettre en cause les gouvernements. De nouveaux hommes, de nouvelles manières de gouverner sont portés au pouvoir. Certains apporteront un renouvellement de la démocratie. D'autres, une plongée dans le totalitarisme. En 1932, les États-Unis semblent s'enfoncer dans une crise économique sans fin. Mais l'élection d'un nouveau président, Franklin Roosevelt, va apporter un nouvel élan au pays. Il lancera le plus vaste mouvement de transformation qu'aient connu les États-Unis au XXe siècle. Un quart de la population active au chômage, la plupart ne recevant aucune aide substantielle, c'est la situation que vivent les Américains en 1932, après 3 ans de dépression. Depuis que la crise a commencé, le président Herbert Hoover espère que la reprise va bientôt arriver par elle-même. Il veut surtout maintenir les équilibres financiers. Il se refuse à intervenir massivement dans l'économie et dans le soutien aux victimes de la dépression. Pour ces populations sans travail, la seule aide réelle, ce sont souvent les soupes populaires organisées par les autorités locales ou par les œuvres de charité. Aux élections de 1932, Hoover se représente. Face à lui, le candidat démocrate Franklin Roosevelt offre une alternative en proposant ce qu'il appelle un New Deal, une nouvelle donne pour l'Amérique. Une alternative qui sera accueillie avec espoir
par la majorité des électeurs. Dès son élection, Roosevelt s'emploie surtout à redonner confiance à une Amérique en plein désarroi. Lors de son discours d'investiture de 1933, il affirme « La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même. Cette terreur sans nom, sans raison, sans cause, qui paralyse les efforts que nous devons faire pour arrêter de reculer et avancer. » Alors que Roosevelt prête serment, le système bancaire du pays est en plein effondrement. Le nouveau président demande la fermeture de toutes les banques américaines et leur inspection. Seules les banques solides sont réouvertes. Des banques qui retrouvent la confiance des dépositaires. L'administration Roosevelt réorganise l'économie à travers le National Recovery Act. Il s'agit de faire adhérer les entreprises à des codes de bonne conduite. Ces codes protègent les salariés en interdisant par exemple le travail des enfants et en fixant des salaires minimums. Ces codes organisent aussi la concurrence entre entreprises en empêchant les pratiques déloyales dans le commerce. L'idée générale est de concilier droits des salariés et droits des entreprises pour relancer l'économie. Surtout, l'administration Roosevelt intervient face aux nombreuses situations d'urgence. Des agences d'aide aux chômeurs sont instituées. Des centaines de milliers d'emplois sont créés pour les jeunes. Pour les propriétaires de maisons en difficulté, pour les paysans menacés de faillite, des aides sont accordées pour qu'ils puissent garder leur maison ou leur ferme. De grands travaux sont lancés pour moderniser le pays et stimuler l'activité. Avec son New Deal, cet ensemble de réformes menées simultanément, Roosevelt a redonné espoir au pays. En 1935, il fait passer la loi la plus importante de son mandat, l'instauration d'une sécurité sociale. Elle apporte une protection pour les plus vulnérables, surtout les personnes âgées et les enfants. Les changements et les réformes sont si importants que certains ont comparé les actions de Roosevelt à une révolution pacifique. Ce qui n'empêche pas les tensions. La droite américaine le critique pour son interventionnisme démesuré. La gauche lui reproche, elle, de ne pas aller assez loin dans ses réformes. Mais les électeurs apportent leur soutien à Roosevelt, qui sera plusieurs fois réélu. Son New Deal a permis de relancer la production et de faire baisser le chômage, sans pourtant le faire disparaître. Surtout, il est parvenu à stopper la spirale négative dans laquelle s'enfonçait le pays pendant la Grande Dépression. Lorsqu'à la fin des années 30, les périls de la guerre apparaîtront, ce sont des États-Unis ayant retrouvé leur base économique et leur confiance en eux qui s'apprêteront à jouer un rôle décisif dans les affaires du monde. La crise des années 1930, venue des États-Unis, a touché tous les pays développés d'Europe. Mais pour un pays, l'Allemagne, cette crise a débouché sur la mise en place d'un régime totalitaire. Un régime qui allait déclencher le plus grand drame de l'histoire moderne. Quand survient la crise de 1929, l'Allemagne est déjà un pays affaibli, qui se remet à peine d'immenses difficultés. C'est le pays vaincu de la Première Guerre mondiale.
Un pays qui doit, pour les dommages causés pendant cette guerre, payer d'énormes réparations. C'est aussi une démocratie fragile. Cette démocratie, la République de Weimar, est en proie à l'agitation et à la contestation. Ces troubles ont en fait commencé dès l'instauration de la République, en 1919. C'est d'abord une insurrection communiste de grande ampleur. Une insurrection qui n'est vaincue par la République de Weimar qu'au prix d'une violente répression. Et les tensions persistent tout au long des années 20. Du côté nationaliste, de nombreux groupes contestent la République. En 1923, un ancien combattant extrémiste, Adolf Hitler, a même tenté un coup d'État. À la fin de ces années 1920, la situation semble pourtant s'améliorer. L'économie se développe, la démocratie fonctionne, tant bien que mal. Quant aux réparations de guerre, un nouveau plan établi par l'Américain Young prévoit des paiements allemands jusqu'en 1988. Mais les finances du pays restent fragiles. Et ce sont les États-Unis qui apportent les fonds indispensables. Lorsque survient la crise de 1929, les Américains récupèrent soudainement leurs capitaux. Les Allemands se retrouvent très vite en position difficile. Des difficultés que va aggraver une particularité de l'économie allemande. Elle est surtout basée sur l'industrie. Et ce sont les produits industriels qui se vendent le moins bien en cette période de dépression économique. Les usines ferment. La production chute. Le chômage augmente. Tout s'accélère en 1931. Le système financier craque. Au cours de l'été, une des plus grandes banques du pays, la Danat Bank, fait faillite, ruinant les déposants. Le chancelier Brüning déclare que le pays est incapable de payer ses dettes. En cette année 1931, le nombre de chômeurs passe de 4 millions en janvier à 5 millions en juin, à 6 millions en décembre. En l'absence d'assurance sociale, la pauvreté de masse et parfois le désespoir se répandent. L'année 1932 est une année électorale. Les partis démocratiques font face à l'homme montant de la politique allemande, Adolf Hitler. À la tête du Parti des travailleurs allemands national-socialistes, le parti nazi, il promet de sauver l'Allemagne. Il prône la supériorité de la race germanique. Son parti est structuré comme une organisation militaire. Et d'ailleurs, il dispose de véritables milices. C'est aussi une machine de communication efficace qui utilise des slogans directs et accrocheurs. À la présidentielle de mars 1932, Hitler obtient 30% des voix. En Allemagne comme à l'étranger, Hitler est déjà perçu comme un danger. Mais les tentatives de stabiliser la démocratie allemande interviennent bien tard. En juillet, les Occidentaux se décident à annuler la plupart des réparations de guerre du pays. En Allemagne même, certains tentent de créer une grande union qui rassemblerait les partis démocrates et communistes, sans succès. Et en janvier 1933, dans une situation politique bloquée, Hitler, sans avoir la majorité, devient chancelier. Il promet de mener un gouvernement de coalition, mais très vite, une autre réalité apparaît. Dès février 1933, une loi, dite de protection du peuple, abroge les libertés fondamentales. En mars, est ouvert le premier camp de concentration où sont enfermés des opposants, communistes, chrétiens ou démocrates.
Simultanément, se mettent en place le Troisième Reich et les lois racistes contre la minorité juive. En quelques mois, Hitler a transformé l'Allemagne, remplaçant la démocratie par un régime totalitaire, au service d'une idéologie de suprématie raciale. Un régime totalitaire qui se prépare désormais à dominer l'Europe. Alors que la crise des années 1930 ébranle le monde, la France porte au pouvoir en 1936 une coalition de gauche, le Front populaire. Mené par Léon Blum, ce gouvernement lance un vaste mouvement de réformes sociales. Des réformes dont l'influence perdure jusqu'à nos jours. Dans la crise mondiale des années 1930, la France est un moment restée comme un îlot préservé. Lorsqu'en 1929, la bourse de New York s'effondre, celle de Paris reste indifférente et ne baisse pas. La France est encore un pays très agricole. Ses échanges commerciaux se font surtout avec ses propres colonies d'outre-mer. La crise financière mondiale qui frappe à New York, à Berlin et à Londres semble l'épargner. Et Paris reste surtout aux yeux du monde le symbole de la joie de vivre à la française. Mais la situation va progressivement se détériorer, entraînant la France dans une période tumultueuse. La crise mondiale finit par rattraper l'économie française. Des entreprises font faillite. Le chômage progresse lentement, mais sûrement. Et une grande partie de ces chômeurs ne reçoit aucune allocation. À partir de 1933, les marches de la faim se développent dans le pays. Crise économique, mais aussi crise politique. La Troisième République, avec son régime parlementaire, est contestée. À la Chambre des députés, les forces de droite et de gauche sont alors presque égales. Mais le plus grand parti d'opposition de gauche, la SFIO, socialiste, se tient à l'écart des gouvernements. Plus à gauche, le Parti communiste français prend alors pour modèle l'Union soviétique de Lénine et de Staline. Et à droite se développe une multitude de groupes et de ligues, comme les Croix de Feu, les Camelots du Roi ou l'Action française. Ces mouvements sont unis par leurs valeurs nationales et souvent autoritaires, mais leurs programmes varient. Ils sont parfois en faveur de la République, parfois royalistes, ou même parfois proches du fascisme. En février 1934, ces ligues se manifestent alors que la République est éclaboussée par un scandale retentissant, l'affaire Stavisky. Cet escroc est retrouvé mort dans des circonstances suspectes. On découvre ses nombreuses relations politiques. Et le gouvernement de Camille Chautemps doit démissionner. Le 6 février 1934, les ligues de droite et d'extrême droite lancent des manifestations. Des manifestants s'attaquent violemment à la Chambre des députés. Pour la protéger, la gendarmerie ouvre le feu. On compte 15 morts. Pour la droite extrême, le gouvernement démocratique est coupable. Pour la gauche, au contraire, c'est la République qui s'est défendue in extremis face à la menace fasciste. Et quelques jours plus tard, le 12 février, face aux ligues et à l'extrême droite, les partis communistes et socialistes appellent à manifester. Les deux partis ont en fait de mauvaises relations, mais dans la rue, leurs sympathisants, près de 4 millions, se rejoignent. Paris, rassemblez
dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. En prenant la parole ce jour, le dirigeant socialiste Léon Blum se pose en leader d'une gauche qui pourrait s'unir. En 1935, la crise économique s'amplifie et le programme de rigueur du gouvernement de Pierre Laval n'améliore pas la situation. La gauche, pour la première fois, s'unit et propose un front populaire. Il réunit les socialistes, les communistes et les radicaux socialistes de centre-gauche. Avec sa promesse, son serment, dit-il, de s'opposer aux ligues extrémistes et de défendre la paix, et avec son vaste programme de réformes, le Front populaire se présente aux élections de 1936. Et le 3 mai, l'électorat français glisse vers la gauche et donne à ce nouveau Front populaire une majorité de députés. Et c'est Léon Blum, en tant que chef de la SFIO, le principal parti de la coalition, qui va devenir président du Conseil et gouverner la France. Pourtant, Blum n'a pas le temps de prendre ses fonctions qu'éclate une série de grèves. Des grèves qui se répandent à un rythme que la France n'avait jamais connu. La plupart des ouvriers et employés se sentent proches de ce nouveau gouvernement et ils veulent peser sur sa politique. Souvent dans une ambiance de fête, 9000 usines sont occupées et 2 millions de Français font grève. Beaucoup pour la première fois. C'est dans cette ambiance que Léon Blum prend le pouvoir. Les grèves, conduites par les employés et les syndicats, l'amènent à se saisir immédiatement des demandes exprimées. En juin 1936, à peine arrivé à Matignon, il fait voter la diminution de la durée du travail, qui passe de 48 à 40 heures par semaine. Surtout, 2 semaines de congés payés sont instituées. L'été approche, et pour que ce nouveau droit aux vacances devienne immédiatement effectif, des billets de train à prix réduit sont prévus. Beaucoup de Français voient pour la première fois la mer ou la montagne. Réduction de la durée du travail et création des congés payés s'inscrivent dans un projet de société plus large. Un projet que le ministre Léo Lagrange appelle la formation d'une société saine et heureuse. Un ambitieux programme de transformation sociale est lancé. L'éducation est renforcée par le passage de la scolarité obligatoire à 14 ans. La culture, favorisée par la création de musées accessibles au plus grand nombre. La pratique du sport, encouragée avec la création d'un poste gouvernemental chargé de le promouvoir. C'est, avant l'heure, l'ébauche d'une société qui investit dans la formation de la jeunesse et où se répandent les loisirs et le tourisme. Une société plus mixte aussi, puisque pour la première fois, des femmes entrent au gouvernement. Mais, en cet été 1936, Léon Blum sait que la situation économique du pays reste mauvaise. Il essaye d'arrêter les grèves pour faire repartir la production et mener à bien son programme. L'État affirme son rôle. Il tente de mieux contrôler la finance en réformant la Banque de France. Il lance un programme de grands travaux pour stimuler l'activité et moderniser le pays. Parmi ces projets, la construction de barrages électriques
et l'achèvement de l'électrification du pays. Mais avant que ce vaste programme à long terme ne se réalise, les difficultés immédiates assaillent Léon Blum. Une partie de la droite s'oppose fortement au Front populaire. Elle le soupçonne de préparer le terrain pour une révolution communiste. Elle insiste sur les liens entre le Parti communiste, qui est un des 3 partis du Front populaire, et le puissant Parti communiste soviétique, basé à Moscou. L'extrême droite, quant à elle, prend pour cible le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro. C'est lui qui a fait dissoudre les ligues paramilitaires. Une violente campagne de presse fait courir de fausses rumeurs sur le ministre. Fragilisé, Salengro se suicide, portant un dur coup au moral du Front populaire. Surtout, la coalition menée par Blum est mise à rude épreuve par un événement qui surgit dès juillet 1936, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. La République espagnole est attaquée par une partie de l'armée. Une rébellion militaire menée par le général Franco. Franco est aidé, à la fois par Mussolini, qui dirige l'Italie fasciste, et par Adolf Hitler, à la tête de l'Allemagne nazie. En grande difficulté, le gouvernement espagnol demande l'aide de la France. Que doit-elle faire? Une partie de l'opinion française et Léon Blum veulent aider militairement les républicains espagnols. Mais beaucoup s'opposent à cette option, y compris au sein du Front populaire. Divisée sur cette question cruciale, la coalition du Front populaire vacille. Et les difficultés financières s'accumulent. En octobre 1936, il a fallu dévaluer le franc. Et en juin 1937, dans la tourmente budgétaire, Léon Blum demande les pleins pouvoirs financiers pour 1 mois. La Chambre des députés lui accorde, mais le Sénat lui refuse. Léon Blum démissionne. C'est la fin du gouvernement du Front populaire. Les gouvernements suivants, menés par le centre, vont maintenir la plupart des réformes du Front populaire. Mais l'heure des grands projets est passée. Maintenant, en cette fin des années 1930, une seule question préoccupe la France. Que faire face à l'Italie de Mussolini et surtout à l'Allemagne d'Hitler, qui ne cesse d'étendre leur pouvoir? Au cours des années 1930, la force des mouvements nazis en Allemagne et fascistes en Italie n'a cessé de progresser. Au point qu'à la fin de la décennie, c'est la paix et l'avenir du monde qui se retrouvent en jeu. Au point que les démocraties vont se retrouver face à des choix déchirants pour sauvegarder les libertés. Après leur accession à la tête de leur pays, et Mussolini et Hitler ont mis en place un pouvoir personnel. Les 2 dictateurs ont un programme de développement de leur pays par des méthodes autoritaires. Hitler et Mussolini sont les fers de lance d'un mouvement de pensée qui se répand alors en Occident. Un mouvement pour qui la société ne doit pas être basée sur les libertés et sur l'égalité des individus, mais sur l'ordre et sur la force. Des partis défendant ces idées existent alors dans plusieurs pays. Mais en Occident, au milieu des années 1930, ces partis n'ont pris le pouvoir qu'en Italie et en Allemagne. Mussolini, appelé le Duce, le guide en italien,
Et Hitler, appelé le Führer, également le guide en allemand, décide de ce que doivent être leurs pays, de sa politique, de son économie, de sa culture. Une emprise telle qu'on parlera de totalitarisme. Il s'agit de créer des pays qui avancent d'un seul pas, avec la croyance qu'il en sortira une plus grande efficacité. Mais par rapport au fascisme italien, le nazisme a une particularité essentielle. Le nazisme d'Adolf Hitler croit, lui, en l'inégalité des races. Les Aryens germaniques seraient destinés à dominer. Une idéologie qui conduit à éliminer des Allemands souffrant de handicap. Une idéologie qui conduit à des persécutions massives, puis amènera à une politique d'extermination des Juifs, des Tziganes et d'autres groupes. Dans les démocraties, les populations se sentent d'abord peu concernées par la montée de ces régimes. Certains plaignent juste les peuples italiens et allemands, soumis à leurs dictateurs. Mais la situation va vite changer. Réunis dans un axe, Mussolini et Hitler apportent en Espagne un soutien militaire décisif au général Franco, jusqu'à sa victoire contre la République. Au cours de cette guerre d'Espagne, l'aviation nazie expérimente les premiers bombardements aériens contre des populations civiles, comme à Guernica. L'Italie, de son côté, a déjà envahi en 1935 l'Éthiopie. Et début 1938, l'Allemagne nazie absorbe l'Autriche. Quelques mois plus tard, c'est à la Tchécoslovaquie que s'en prend Hitler. Il demande que les régions où vivent des Allemands soient rattachées au Reich. On découvre que les rêves d'expansion du Führer ne sont pas que des mots, mais bien des faits. Les démocraties de l'Ouest sont désemparées devant ces développements. Elles ont peur d'une nouvelle guerre. Leurs populations se souviennent de la Première Guerre mondiale, il y a juste 20 ans. Aux États-Unis, les Américains sortent à peine de la Grande Dépression. Ils ne veulent pas, dans leur immense majorité, se réengager en Europe et revenir au temps où on tirait au sort ceux qui devaient aller se battre sur le vieux continent. Mais c'est bien sûr en Europe même que les horreurs de la Grande Guerre ont laissé les traces les plus profondes. Surtout dans une France qui avait perdu 1,5 million d'hommes. L'un des grands engagements du Front populaire était de maintenir la paix. Face à Hitler, la France et le Royaume-Uni vont donc d'abord tenter d'éviter la guerre. Suite à la demande du Führer d'annexer une partie de la Tchécoslovaquie, une rencontre est organisée à Munich en septembre 1938. La France et le Royaume-Uni acceptent la division de la Tchécoslovaquie par Hitler. En fait, de sacrifier ce pays. Les Tchèques ne peuvent que protester. En échange, le dictateur allemand a promis de s'arrêter là. En descendant de l'avion qui le ramène de Munich à Londres, le Britannique Chamberlain montre le papier où sont écrites des promesses d'Hitler. Il est acclamé par la foule, comme le Français Daladier à Paris.
Les populations sont soulagées que la paix soit maintenue. Mais quelques mois plus tard, Hitler continue son avancée. En mars 1939, il envahit totalement la Tchécoslovaquie. Puis il attaque la Pologne, rapidement dévastée. Nous sommes à l'été 1939, et Français et Anglais se rendent compte que Hitler ne s'arrêtera pas dans ses conquêtes. Les deux pays, les deux grandes démocraties européennes de l'époque, vont alors intervenir. Le 3 septembre 1939, 2 jours après qu'Hitler ait envahi la Pologne, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. La Seconde Guerre mondiale a commencé.